Bonsoir. Je voudrais avoir des représentants de cette compagnie, de ces groupes avec moi. Et j'ai dit des représentants parce que, vu la situation que nous sommes en train de vivre, nous avons réduit au maximum possible la présence ensemble de notre équipe. Donc, heureusement, nous avons des représentants dans la technique, du gaucher, notre directeur public, et puis de l'administration, Fabien, Sénéra, Alain ici avec nous, et les artistes, Gilles et Bastien. Vous venez vous joindre à moi en gardant la distance qu'il faut pour qu'on puisse commencer d'une façon traditionnelle. Pour suivre de la lumière, peut-être, parce que moi et nous allons mettre en lumière celui qui nous accompagne depuis le début, les Ganesh, syncrétisme religieux oblige, un Indien avec une tradition brésilienne, ou un cachasse poussant. « 25 ans, 25 saisons, et nous sommes toujours là, plus fort qu'avant. Pas avant le théâtre de l'opprimé. Je vais vous présenter la première compagnie. Mais ça, je vais vous faire plaisir d'être avec moi parce que c'est cette choix stratégique que nous avons fait il y a quelques années de commencer la saison par les jeunes compagnies, ceux qui, en sortant de l'école, s'engagent dans la voie professionnelle, en assumant que le théâtre doit continuer. Voilà. Alors, pour commencer cette présentation, nous allons accueillir la compagnie Les Échappés de la coulisse avec le spectacle L'Enfant du fou. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Joseph Dusno et je suis le co-metteur en scène et co-écrivain de cette pièce. Je voudrais d'abord remercier Théâtre de l'Opprimé et Bleu Party parce qu'on a l'honneur d'ouvrir la saison cette année et ça nous fait une grande joie d'ouvrir cette année théâtrale avec un projet qui me tient à cœur, c'est le premier projet. Et il a commencé il y a un an au sein de la compagnie des Échappés de la coulisse. Et à la base, ce n'était pas vraiment un projet de création, c'était plutôt un projet de recherche. Et j'ai décidé avec 4 autres camarades, comédiens, mais aussi artistes, qui écrivent et qui pensent, tout simplement, d'entamer un atelier de recherche et d'expérimentation
autour de deux axes qui sont le jeu, dans tout ce qui est émotion, et des thématiques qui étaient celles de la société de contrôle. Et on est d'abord parti en résidence 10 jours pour réfléchir un peu autour de ces thèmes, en lisant des œuvres de philosophie, aussi dans l'actualité, et aussi dans ce que nous, on pouvait personnellement ressentir par rapport à ces thèmes-là et par rapport au travail d'acteur que nous fait depuis quelques années. Et au bout de 2 résidences de recherche, on s'est dit que finalement, on avait peut-être envie de monter un spectacle avec tout ce qu'on avait trouvé. Ce spectacle, il a vu le jour parce qu'on a rassemblé tous nos travaux qui étaient à peu près 10 heures d'expérience, d'improvisation, de choses de tout le genre. Et on s'est assis à une table avec mon camarade François Scherer et on a écrit une grande histoire qui traversait un peu toutes ces choses-là, qui ressemble un peu à un agglomérat de plein de petites bulles, plein de petites scènes d'histoire, de tableaux, de scènes, tout simplement. Et on a essayé de peindre une grande fresque avec donc, les 3 comédiens qui nous ont accompagnés dans cette expérience, qui sont Tiffaine Corot, Eugénie Thiepry et François Scherer lui-même. À côté de ça, j'ai toujours eu donc, une co-metteuse en scène qui m'a aidé à diriger ce projet, qui s'appelle Cécile. Et donc, on a écrit cette grande fresque et on a mis à l'intérieur toutes les questions qui s'étaient posées pendant ces 2 résidences, qui tournaient autour du jeu, donc de l'enfance, donc de l'imaginaire, et ça nous a amené à réfléchir sur la place de l'imaginaire aujourd'hui dans nos sociétés, quand on est jeune, et qu'on grandit dans un monde qui est l'autre aujourd'hui, qu'on ne juge pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de notre imaginaire? Comment il rentre en lien avec l'imaginaire des autres? Comment il crée la réalité qui nous entoure? Et dans cette grande fresque, on rencontre donc, ces 3 personnages qui sont ni vieux ni jeunes, qui sont peut-être des enfants, peut-être des prisonniers, peut-être juste des jeunes. Et ils sont enfermés dans une boîte. Cette boîte, ça peut être un grenier, ça peut être une prison, ça peut être un bunker post-apocalyptique. On ne sait pas exactement où on est, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont enfermés dans cet endroit et qu'ils rêvent d'en sortir. Ils parlent tout le temps de ce but qu'ils essayent d'atteindre et ils sont toujours freinés par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la pluie. Il pleut dehors et donc ils ont du mal à sortir de cette boîte. Et dans leur jeu, ils font face à des monstres. Parce que quand on est enfant, on a toujours peur des monstres, on a peur du noir, on a peur de plein de choses. Et on a surtout peur de notre imagination. Et donc, ils sont enfermés par toutes ces choses-là. Et la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est raconter des histoires. Et donc, ils se racontent des histoires, chacun les uns les autres. Et à travers toutes ces histoires, il y a plein d'enjeux qui naissent, des enjeux de pouvoir, parce que les enfants, des enjeux amoureux, parce que les hommes, ils aiment bien s'aimer, et ils aiment bien se déchirer, ils aiment bien être tristes aussi. Et donc, ils profitent de leur tristesse, et ils profitent de la tristesse des autres. Et toutes ces questions qu'on s'est posées, on a voulu ne pas du tout y répondre, parce qu'on avait l'impression que chaque c'est terminé, les gens vous viendrez voir le spectacle. Voilà, pour y répondre. Merci à tous. Bravo. Donc ce spectacle, L'Enfant des Coups, qui aura lieu du 16 au 20 septembre au Théâtre de l'Opinion. Toujours dans le cadre du festival Plein de Feu sur la jeune création, nous accueillons maintenant la compagnie Pop Drama avec le spectacle Don Juan au féminin, ou la révolte des mœurs.
Bonsoir. Je m'appelle Mona Laurent et je suis metteuse en scène et je mets en scène une réadaptation de Bonjour comme de Molière et que je suis accompagnée. Moi, c'est Luca Delloni, donc j'ai le rôle de Louis, le père de Donjon dans la réadaptation. Le travail qu'on a voulu faire avec Donjon, c'était de reprendre un classique sur lequel tout le monde a travaillé et de le réadapter et de réintégrer à notre société et surtout de bouleverser certains codes autour de la question du genre et autour de la question des révoltes et de la remise en question des différents systèmes qui nous entourent. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés entre amis en sortant du conservatoire, du 20e arrondissement, et du 12e arrondissement de certains, et on s'est ancré dans un environnement urbain dans lequel on a voulu décrire notre enfance dans des quartiers populaires, mais aussi des aspirations que certaines personnes de notre génération ont. Et on a essayé de lier tout ça avec notre amour du théâtre, mais aussi notre humour, musicaux et la culture populaire qui nous caractérise. Donc, je suis là aussi pour parler du acteur qui est caractérisé par toute la symbolique de chaque personnage. Donc, Mona Laurent nous dirige, mais après, le travail de recherche, c'est à nous de le faire. Après, évidemment, il y a des références à lire, à regarder, à écouter. Mais le travail de recherche, c'est fondamentalement les acteurs qui le font. Et c'est très symbolique. Donc, par exemple, de Louis, le rôle qu'il interprète, c'est le symbole du patriarcat. C'est tout ce qu'on a, c'est plus en nous, les jeunes, de cette société qui nous entoure, qui nous oppresse aussi. Et par rapport à Donjon, c'est tout ce travail de recherche sur le travail d'acteur et qu'est-ce qui peut bouleverser un acteur, quelle référence bouleverse un acteur afin de jouer cette pièce. Après, on a essayé d'amener tout ça pour créer aussi un espace de discussion, un espace de recherche, sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit très académique. On vient d'un milieu très académique. Personnellement, je suis dans des études de philosophie et sociologie, donc c'est des références qui sont assez complexes parfois à comprendre. Et de l'autre côté, on essaie d'amener un peu une touche qui s'ouvre à tout le monde. Donc, c'est un mélange des genres, on aime bien définir que nos genres sont encore des genres qu'on peut voir tous les jours qui font une pièce de théâtre avec de l'esprit. Voilà. Et j'espère que vous avancez. C'est vrai qu'on avance. Et donc ce spectacle qui aura lieu du 23 au 27 septembre. Ensuite, nous accueillons la compagnie La Ronde de Nuit avec le spectacle Petit Frère, la grande histoire à Aznavour, qui aura lieu du 30 septembre au 11 octobre. Bonsoir à tous, c'est bien d'être dans un théâtre. Merci beaucoup à toute cette équipe de nous accueillir. Alors nous, on avait fait une petite vidéo avec Grégoire, on pensait qu'on pouvait vraiment être une personne, on trouvait ça dommage, on est un duo sur scène, on est Grégoire Tachakian et moi-même, et on raconte l'épopée à travers, bon, je vais vous balancer la vidéo parce que je vais me répéter, en tout cas c'est du 30 septembre au 11 octobre, et j'espère que vous pourrez venir nombreux. Je ça ici, justement, dans un théâtre qui défend aussi des textes de l'immigration, etc. J'avais 16 mois quand c'est arrivé, et pourtant je m'en souviens comme si c'était hier. La naissance de mon petit frère. Maman se baisse pour que je puisse l'embrasser, je pose un baiser sur le bout de son nez, ça le réveille, il se met à hurler. Pendant un quart d'heure, il ne cessera pas une seconde, offrant ainsi à tous les voisins de la rue Monsieur le Prince
le premier récital de Charles Aznavour. Excuse-moi alors, mais tu connais le texte vu qu'on a interprété la pièce, non? Aïda, c'est ma mémoire, disait Charles Aznavour, interprété par Grégoire Tachnakian. Bonjour, et toi alors, tu vas interpréter Aïda. Bonjour. Aïda Aznavour, qui est donc la sœur de Charles Aznavour et pas de Grégoire, qui a écrit ce récit qui retrace l'Odyssée, l'épopée de leur famille et qu'on a voulu porter à la scène avec Armen Verdian et Gaëtan Vassar. Et donc de 1915 à aujourd'hui. Oui, des plaines de Russie jusqu'à la rue Monsieur le Prince. On va raconter l'exil des parents, Knarr et Misha. Fuyant le génocide. Oui. Leur arrivée à Paris. L'occupation de 1940. Misak Manouchian, Méliné. Les enfants de la balle. Oui. La conquête du music hall. Oui, la rencontre avec puis, Edith Piaf. La rencontre décisive avec Edith Piaf. Et voilà, c'est un dialogue. Edith Piaf, Pemin Verradesnel, Vorovedev, lor Bitgadare, As Teraganusun. Ce qui nous a vraiment touché dans ce texte, dans ce récit, c'est comment par la langue, on part à la conquête d'un pays à force de talent et de volonté. C'est tout ça, petit frère. On espère que vous viendrez nombreux. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, nous accueillons la compagnie Tralalite avec le spectacle L'Enfant qui aura lieu du 14 au 18 octobre. Bonjour à tous, je suis Sébastien Thévenet, le metteur en scène, l'auteur de L'Enfant et le représentant de la compagnie Tralalite, avec laquelle j'ai la joie et le plaisir et l'honneur de faire cette pièce, L'Enfant, qui sera donc au Théâtre de l'Opprimé du 14 au 18 octobre. Alors, pour présenter cette pièce, avant tout, il s'agit de dire que c'est une pièce qui se joue avec des masques indonésiens. Donc il y aura des masques balinais, des masques de Sumatra et de Java. Et ces masques évoluent sur scène au travers d'une ambiance exotique et indonésienne, si j'ose dire, puisque vous aurez aussi l'occasion d'entendre du gamelan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique traditionnelle indonésienne, qui est particulièrement envoûtante et étonnante. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, à proprement parler de la pièce, alors c'est une histoire un peu particulière, au bord du fantastique, en ceci qu'il s'agit de deux parents qui cherchent leur enfant disparu 25 ans après sa disparition, après que celui-ci ait fugué. Donc évidemment, au cours de leur recherche, ils vont traverser de nombreuses péripéties, flirter avec les personnes les plus louches et même certains dissidents de l'État au sein duquel ils évoluent, et mettre beaucoup de temps à retrouver leurs enfants, car celui-ci ayant disparu il y a 25 ans, ils ne le reconnaissent pas. Voilà, donc c'est une pièce dont la trame narrative est un petit peu étonnante, presque loufoque, dirais-je, qui frôle l'absurde, et qui a pour sujet de fond, pour message, voilà, c'est une sorte de réflexion sur le rapport entre l'État et la dissidence, entre l'autorité et tous ceux qui s'y opposent d'une façon ou d'une autre. Donc pour parler de ce sujet, j'utilise cette trame narrative assez loufoque, presque absurde, et le moyen des masques, en l'occurrence des masques indonésiens, vraiment pour susciter l'imaginaire du spectateur et l'éloigner le plus possible de toute réalité commune et connue, et donc permettre l'interrogation sur ce sujet qui peut être parfois un peu sensible. Voilà, alors que vous dire de plus, venez voir, vous allez voir, c'est très singulier, c'est vraiment très singulier, c'est un ballet, hein, j'aime à dire que c'est un ballet exotique, en cela que les corps y sont mouvants, dansants, protéiformes, presque se métamorphosant, et c'est vraiment une belle bouffée de voyage, vraiment. Alors n'hésitez pas, venez nombreuses et nombreux voyager avec nous. Merci, à bientôt. Et
spectacle Comme il vous plaira de la compagnie Aberratio Mentalis qui aura lieu du 4 au 8 novembre. Bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir ici au Théâtre de l'Optimé le jeune Orlando Debois, qui est le fils du sire Roland Debois, et qui a accepté de venir ce soir pour répondre à quelques questions au sujet de son histoire. Alors, vous êtes le jeune Orlando Debois, c'est ça? Exactement, madame. Voilà, vous savez que Shakespeare, à partir de votre histoire, a écrit une pièce qui s'appelle Comme il vous plaira. Ah oui. Voilà, et je suis ici pour vous poser quelques questions. Alors, votre père, c'est donc Roland Debois. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai connu, c'est Roland Debois. C'est quelqu'un qui était comment? C'était un grand homme que j'aimais beaucoup et qui était beaucoup respecté, et qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Et comment expliquez-vous cette rage que vous avez vis-à-vis de votre frère aîné? Mon frère? Oui, de votre frère aîné, Mon Olivier. frère Olivier? Oui, je parle de votre frère Olivier. Vous voulez que je parle de mon frère Olivier? Oui, bah oui, on est là pour ça, non? Très bien. Je vais vous expliquer. Mon frère Olivier, c'est très simple. À la mort de mon père, il a volé tout l'argent que mon père m'avait laissé à son décès. Il me fait nourrir avec les balais de fer, me dénie la place d'un frère. Et il fait tout ce qu'il faut pour me ruiner ma vie quotidiennement. Alors, excusez-moi, je préfère ne pas parler de mon frère Olivier, sinon je parle. Oui, non, mais ne vous énervez pas. Comment ça se fait que vous avez massacré Charles Luther? Vous avez massacré. Oui, je l'ai massacré. C'est quand même le Luther du duc Frédéric. Oui, bien écoutez, je pense que le Luther n'a pas vraiment été bien entraîné, ou je suis quelqu'un de fort et bien entraîné avec le fermier. Mais en effet, il n'a pas réussi à faire grand-chose ce jour-là. Mais dites donc, Orlando, vous n'avez peur de rien, ni de personne. Je ne crois pas. Mais vous êtes quelqu'un de bien seul. Oui, je suis quelqu'un de bien seul. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais je vais vous parler de ma seule amie, qui est Ada. C'est la femme qui m'a élevé et qui m'a supporté malgré toutes les épreuves qui m'ont pu m'arriver. Et qui aujourd'hui est encore avec nous. Et vous savez que très bientôt, vous allez vous retrouver dans la forêt d'Ardennes. Ah oui? Et que dans cette forêt, vous allez rencontrer quelqu'un de très important pour vous. Qui ça, mon père? Ah non, lui, c'est pas un mec, c'est comme non, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a compté justement au moment du tournoi. Rosalinde? Oui, c'est ça. La Rosalinde? Oui, oui, oui. Elle est là? Là, je ne sais pas, mais. Elle est là? Rosalinde? Rosalinde, vous êtes Rosalinde? Non. Et parce que moi j'ai un poème à lui dire. Moi c'est un poème que j'ai écrit pour Rosalinde. Ah bon, mais je ne sais pas si on a vraiment Rosalinde, restez donc là, mes vers, témoins de mon amour. Toi, reine de la nuit à la triple couronne. Rosalinde! Orlando! Oui. Bon, bah, pour connaître la suite, on vous invite à venir la voir du 4 au 8 novembre, ici au Théâtre de l'Optimé. Et à présent, nous accueillons donc le spectacle Graal, ma vie avec Franck, de Alma France, avec la compagnie Fête et la Palandoula. Bonsoir messieurs, dames. Bonjour, salut, voilà. Comme vous avez pu le deviner sur notre double salut espagnol et français, on a décidé de présenter deux spectacles en novembre,
2013 avec cette compagnie Alma France qui réalise des ponts culturels entre le Mexique et la France. Et donc, il va y avoir 2 spectacles d'ascendance mexicaine qui vont se présenter ici en novembre. Le premier que je vais vous présenter s'appelle Graal, mais qui sera sûrement en deuxième partie de soirée. Ce sera le deuxième. On commence par le deuxième. Voilà, donc Graal, c'est l'histoire, ça parle d'une histoire vraie. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui vivait dans les années 30 en Allemagne et qui a, à ce qu'il paraît, inspiré le personnage de Indiana Jones, que vous pouvez sans doute connaître. L'histoire réelle est un peu plus lugubre. Alors j'ai voulu le regarder. Et donc ce personnage de Otto Rahn vivait dans les années 30 en Allemagne et il recherchait le Graal. Sauf que pour lui, le Graal n'était pas la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ, mais une pierre tombée de la couronne de Lucifer sur terre et qui, du coup, recèle de nombreux secrets. Il cherche, parce que c'est aussi un ésotérique, et du coup, il recherche dans le sud de la France, et puis dans les châteaux cathares, et puis il finit par ne pas trouver, et en plus de se faire expulser de France, juste parce qu'il avait plus d'argent que pour ses recherches un petit peu suspectes. Donc il se retrouve à Berlin, sans le sou, il se fait contacter par un admirateur secret de ses livres qu'il a publié à bout de faire sur ses recherches sur le Graal. Sauf que cet admirateur anonyme se révèle être Heinrich Himmler, qui est en train de constituer les officines secrètes de la SS. Je vous laisse avec ce début d'histoire, et vous pourrez le découvrir le 15 novembre à partir de 20h30, jeudi à dimanche. Et voilà, en deuxième partie, il y aura son Graal, et en première partie, c'est ma vie avec Prague, c'est génial. Et en fait, Julien m'a dit on ne va pas trop parler parce qu'il n'y a pas trop à dire. Et moi, je dis la même chose, c'est là. Bon, c'est bien, attends, on va profiter, c'est génial. Et moi, bref, c'est une pièce que j'ai écrite et que j'ai mis en scène. C'est la première fois que je fais ça. En fait, je suis un comédien et un metteur en scène mexicain, et c'est la première fois ici en France que je vais faire une mise en scène à moi et que je vais jouer la mise en scène. Et ça s'appelle Ma vie avec Franck. Ma vie avec Franck, c'est un seul en scène qui parle un petit peu sur la vie de Frank Sinatra. Et au Mexique, c'est vrai qu'on a une relation avec les États-Unis un petit peu spéciale, on va dire. Mais c'est vrai aussi que cette relation, c'est pas tout le temps négatif, quoi. Il y a plein de choses qui ont profité de cette relation. Et moi, quand j'étais enfant, j'avais un grand-père qui me parlait des États-Unis et voilà, et de Frank Sinatra. Donc, j'ai fait une pièce où je parle de mon enfance au Mexique et je parle de Frank Sinatra et je parle de cette relation avec les États-Unis très complexe. Et je pense que la France n'est pas trop loin de ça. C'est-à-dire, on aime et on déteste les États-Unis. Donc, bref, je pense. Et je chante et je parle, je dis mon texte, mais c'est vraiment, je pense, intéressant de voir ça. Et voilà, c'est un monologue. Comme voilà, et c'est Alain qui a dit peut-être qu'on peut faire une soirée, on peut réunir cette deux pièces en scène. On va voir ce que ça donne. Mais je veux sans doute profiter de cette soirée double. Il y a Graal avec Julien, et c'est moi qui commence avec ma vie avec Franck. Et Franck, c'est Franck. Voilà. Et une dernière chose qui n'est pas la moindre, la pièce a justement été écrite par Guillermo León, au Mexique, un auteur mexicain, très très bon dramaturge et ami. Et la pièce a aussi été créée et a joué pendant toute une année à Mexico, il y a 2 ans maintenant. Et
venez vous découvrir ces deux textes. Il y a plein de Mexique avec Alain, avec Julien, on a partagé beaucoup de choses au Mexique. C'est la première fois qu'on joue ensemble, mais c'est la première fois qu'on partage la scène. Et c'est vraiment, je crois que ça va être intéressant de découvrir les deux textes et les deux mises en scène. Voilà. Donc, ok. Et pour continuer, donc nous accueillerons donc le spectacle Libertades, donc première partie, mais on va aussi en profiter pour parler de la deuxième partie qui aura lieu plus tard. Donc la première partie qui s'appelle Alter et la deuxième partie qui s'appellera Nobis, et donc de la compagnie du théâtre de l'Océan. Au commencement, c'est sur des photos de Miguel Zavala, un artiste espagnol, sous l'effet du confinement des exilés, des émigrés, dans plusieurs pays européens. Ça nous a beaucoup impressionné de faire une exposition d'immigration et on s'était dit que si on obtenait le soutien d'un grand que nous aimons beaucoup, que nous avons beaucoup mis en scène, travaillé sur ces textes, José Ramón Hernández, si on obtenait son soutien, on devrait faire quelque chose de plus. José Ramón, en connaissant un petit peu l'esprit théâtrologique et notre nomadisme, notre volonté d'être un peu partout, de faire toute la forme sur tous les thèmes partout, nous lance un exemple. Et je vais écrire une vingtaine de textes par de jeunes et de moins jeunes dramaturges vivants espagnols sur des thèmes qui sont vos thèmes de travail, mais surtout l'immigration, surtout l'exil et les confinements. Et nous sommes alors partagés tous ces textes et plusieurs metteurs en scène se sont lancés dans comment faire jouer ces textes courts, parfois 3, 4, 5 minutes, d'une façon très proche de ce qu'est notre travail nomade de plateforme. Et puis, le confinement de l'autre est devenu le nôtre. Et nous n'avons pas pu jouer comme prévu en mars. Donc, nous avons vécu le confinement. Et le confinement nous a fait penser qu'il ne pouvait pas rester là. Qui c'est qui c'était Alter, l'autre, et qui nous interroge beaucoup parce que nous aimons parler toujours de choses de drames qui sont proches, comment parler en première personne du drame de l'autre, ça nous interrogeait, c'est devenu d'une certaine façon notre propre période dramatique du confinement. Donc là, c'est nous qui avons lancé donc, un défi à eux en disant très bien, produisez-nous des textes sur notre confinement, Nobis, et on les fera dans un deuxième temps en février. Voilà, Libertades, liberté, sera joué par la troupe du Théâtre, une partie, la partie Alter, l'autre en novembre, et la partie Nobis en février. C'est bien ça? C'est parti par une nouvelle aventure avec l'Espagne. Merci. Et nous enchaînons avec la compagnie Troïne Théâtre, avec le spectacle, alors je ne sais pas si je peux bien prononcer, c'est Jacob Jacobson, qui aura lieu le 2 au 6 décembre 2020. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. C'est la fin du monde. Le sol, personne qui sait. C'est la fin du monde, c'est Jacob Jacobson. Marchand, new-yorkais, juif, c'est le sol. Pièce écrite à 1930 par le grand écrivain mystique Aaron Seidlin en yiddish.
en yiddish. Cette pièce sera ici avec les surtitres en français, pour vous. C'est quoi Jacob Jacobson? Ou Jacob Jacobson, comme ils disent les Français. Jacob Jacobson, c'est l'Apocalypse. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui sera aussi la dernière guerre. Ce sera la fin. Plus d'hommes. Jacob Jacobson sera le dernier homme et aussi le nouveau Adam. C'est une pièce qui dénonce la trahison de l'art. C'est une pièce qui dénonce la trahison de la classe ouvrière. C'est une pièce qui dénonce la collaboration de toute l'humanité pour la destruction d'elle-même. Oui, parce qu'à la prochaine guerre mondiale, vous tous, vont jouer aussi un rôle. Et le seul qui le comprend, le seul qui a prévu tout ça, c'est Jacob Jacobson. Alors voilà, venez pour voir la fin de cette humanité. Et nous enchaînons avec la compagnie La Traverse, qui jouera le spectacle Cartographe et qui aura lieu du 9 au 20 décembre 2020. Bonsoir. Alors, Hervé Petit, metteur en scène. Charlotte Bradeil, qui jouera le rôle de Blanche, parmi 6 autres comédiens dans la pièce qui s'intitule Le Cartographe. On va donc revenir en Espagne après le projet de Patti et du théâtre de l'opprimé, puisque c'est une pièce espagnole, écrite par un grand auteur espagnol, très reconnu dans son pays, très estimé, et jouée déjà plusieurs fois depuis quelques années en France. Alors, c'est une pièce qui circule depuis justement quelques années dans les comités de lecture, partout. Elle est publiée aux éditions Les Solitaires Intempestifs, dans l'attribution de Yves Lebeau, qui est tablier du théâtre de Bayonne. Il y a déjà eu d'ailleurs plusieurs tentatives pour monter cette pièce. Il y a eu d'ailleurs des lectures spectacles en province, et à Paris aussi, comme on fait ici d'ailleurs, mais elles n'ont jamais abouti à une création. Et donc j'ai attendu 3 ans pour avoir les droits. Et j'ai eu les droits par l'intermédiaire, je tiens à dire ici, de Irène Sanosia, qui était l'agent artistique de plein d'auteurs espagnols qu'elle a fait connaître en France, d'auteurs de langue espagnole et de langue catalane aussi. Elle nous a quittés il y a peu de temps et le spectacle lui sera dédié. Une spectatrice qui a vu la présentation de travail qu'on a fait ici, au théâtre de l'opprimé en octobre, a dit en sortant que le cartographe est probablement une œuvre d'intérêt public. Et puis, une enseignante m'a écrit une lettre dans laquelle elle dit « J'aurais aimé pouvoir montrer cette pièce importante à mes élèves, les faire réfléchir à ces nouvelles cartographies nécessaires, leur faire connaître cet auteur majeur du théâtre contemporain qui est Juan Mayorga. » Bien, cette enseignante, je suis content de savoir qu'elle va pouvoir venir, j'espère, avec ses élèves. Alors, l'histoire, de quoi ça parle, le cartographe? Il y a une femme, aujourd'hui, blanche, qui est l'épouse d'un attaché d'ambassade français à Varsovie, et qui se perd dans cette ville, et qui retrouve des traces du ghetto. Et peu à peu, elle devient captivée par cette recherche sur ce terrible passé historique. Et elle est surtout aiguisée dans sa tête par une légende, ou qui est peut-être une histoire vraie, du vieux cartographe du ghetto et de sa petite fille. Et dans le cours de la pièce, on aura d'ailleurs régulièrement des flashbacks entre 1940 et 1943, qui est le temps du ghetto de Varsovie, chez ce vieux cartographe juif qui est passionné par la cartographie à cause de sa connaissance et de sa pratique qu'il communique à sa petite fille, et il va lui dire dans la pièce « On peut faire des cartes de la joie, de la douleur.
Si Dieu me prêtait un grain de force, dussé-je y aller à quatre pattes, je sortirais des voir ce qui se passe, et je dresserais la carte de ces rues où l'homme chasse l'homme. Je le ferai, moi. Je le ferai pour vous. C'est ce que répond la petite fille. Et elle, voyante, cette petite fille, à ses risques et périls, il y en a pas mal dans le ghetto, il y en a beaucoup, des terribles, elle va dresser peu à peu cette carte, en parcourant le mur du ghetto. Et à chaque fois, quand elle reviendra voir son grand-père, elle lui fera un compte rendu précis, et ça c'est très important, détaillé. C'est impressionnant pour nous aujourd'hui à cause de cette précision historique, un compte rendu de l'organisation du ghetto, de ce qui s'y passe et de ce que chacun doit tenter pour y survivre. Et en parallèle, dans les retours à aujourd'hui, on retrouvera donc Blanche qui poursuit sa recherche et peu à peu va s'éloigner de son mari qui, lui, s'en inquiète. Et nous découvrirons, mais ça je ne vais pas le dire, au cours de la pièce, une raison proprement intime qui explique la passion de Blanche pour le ghetto, pour cette légende de la petite fille et du cartographe, et du vieux cartographe. On a donc la grande histoire avec un grand H et une histoire intime. C'est ça la grande force, à mon avis, de la pièce. C'est cette combinaison entre les deux. On verra aussi une autre femme, dans une autre époque, qui se passe dans les années 60, 80, 90, une femme cartographe, on verra donc à 3 âges de sa vie, et qui s'appelle Déborah. Et quel rapport elle a avec la petite fille, ben ça je ne le dirai pas. Du 9 au 20 décembre. Merci beaucoup. Et maintenant, donc, qui aura lieu du 13 au 17 janvier, Être ou ne pas naître, dirigé par Lisa Toromagnan. C'est une vidéo. Bonsoir à tous, je m'excuse vraiment de ne pas pouvoir être présent avec vous à cette belle présentation de saison, que j'espère vraiment belle. Je suis Lisa Toromagnan, la chef de projet du spectacle Être ou ne pas naître, que j'ai écrit avec mon amie Nadine Moret, et nous sommes les deux à jouer, et après j'ai fait la mise en scène. Donc je vais vous pitcher un peu le spectacle. Être ou ne pas naître, donc c'est l'histoire de Nadine et Lisa qui sont enfermées dans la salle d'attente de la vie et qui ne peuvent pas sortir. Donc voilà, comment on a écrit ce spectacle, et en même temps ça va vous pitcher un peu le truc. On est parti d'un constat, enfin pas d'un constat, d'une réalité qui est qu'aux États-Unis, 45% des femmes qui font des FIV, alors les FIV c'est un moyen de procréation assistée, où on prend un ovocyte pour après l'inséminer dans l'utérus. Donc aux États-Unis, 45% des femmes qui font des FIV n'ont pas de problème pour féconder. Sauf qu'aux États-Unis, tout le monde peut faire des FIV, alors qu'en France, c'est hyper réglementé. Donc pourquoi ces 45% de femmes font des FIV alors qu'elles n'ont pas de problème? C'est parce qu'aux États-Unis, on peut choisir des caractéristiques qu'on veut donner à notre enfant. Donc la couleur des yeux, c'est pas une blague, la couleur des cheveux, qui ne soit pas porteur de maladies génétiques. Donc choisir en fait les petites éprouvettes qu'on va mettre dans l'utérus de la femme. Donc pas de maladie génétique, pas de prédominance à l'obésité, etc., etc. Donc en gros, on est parti de cette réalité-là en imaginant une fiction qui se passe, je sais pas, dans 30 ans peut-être, dans ce monde-là où on n'aurait plus d'enfants gros, d'enfants nains. Donc Nadine et moi, on n'existerait pas. Parce que vous ne le voyez peut-être pas trop à la caméra, je suis obèse et mon amie Nadine, qui n'est pas avec moi en ce moment, est naine. Donc voilà, dans ce monde-là, on n'existerait pas, et dans ce monde-là, on resterait toute notre vie coincée dans la salle d'attente de la vie. Et donc voilà, le spectacle, c'est un peu l'histoire de comment
on s'en sort pour sortir ou pas, je ne vous spoil pas le spectacle, sortir ou pas de cette salle d'attente. Donc c'est un spectacle que nous avons écrit ensemble, qui se base sur notre vie réelle parce que du coup on a mis en commun plein d'histoires, d'anecdotes un peu marrantes qui nous est arrivées de par notre condition physique, on va dire. Donc ça donne un spectacle qui est divisé en 5 actes et découpé par une voix venue de l'au-delà, on va dire, qui nous parle, qui nous dit que nous ne rentrerons jamais dans la vie. Bon, bref, voilà. Et donc ça donne un spectacle très touchant forcément parce que ça part de notre expérience personnelle et à la fois très drôle parce que c'est très marrant, on a des histoires très marrantes sur ce qui nous est arrivé, on a créé, imaginé des situations un peu décalées forcément. Ça chante, ça danse, le spectacle est ponctué de chansons qu'on reprend en fait dans mes spectacles. Ce que j'adore, c'est réécrire les paroles des chansons. Donc j'ai proposé de faire ça à Nadine et Nadine a adoré. Et du coup on s'est lancé dans ça et le spectacle est vraiment ponctué de chansons qu'on reprend, donc des chansons très connues, mais en réécrivant par exemple Si j'étais un homme de Diane Tell, ça donne pour moi Si j'étais une mince femme des années 80. Pour Nadine, ça donne naine d'1m42. Voilà, donc c'est ponctué comme ça de chansons. C'est très coloré, ça danse, ça chante, ça vit, ça crie. Et voilà, ça donne un spectacle, je crois, j'espère, très touchant et à la fois très drôle, très personnel et très universel. L'avantage de ce spectacle, et on l'avait vraiment créé pour ça, c'est que ça ne parle pas qu'aux nains et aux obèses, heureusement, mais ça parle à tout le monde qui se retrouve avec un corps hors la norme. Et si vous regardez un peu, finalement, tout le monde est hors la norme. Donc ce corps normé qu'on appelle un corps normé, il y a très peu de gens qui en ont un, en fait. Et donc c'est plutôt ce corps normé-là qui se retrouve hors la norme, pardon. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de venir nous voir et j'ai hâte de voir toute la programmation de l'Opprimé et j'ai hâte de vous rencontrer et je vous dis à bientôt. Au revoir. À présent, c'est au tour de la compagnie des Champs égarés, avec le spectacle Réponse existentielle du 10 au 14 février. Bonjour. Alors, donc, réponse existentielle, et même pour compléter, des fois j'aime bien rajouter une sorte de sous-titre, entre parenthèses, à des questions que vous ne vous posiez pas, parce que c'est un peu l'effet qu'a eu sur moi la philosophie de Bergson, quand j'ai découvert ce lycée. Henri Bergson, c'est un philosophe du début du XXe siècle, des années 1900, 1920, on va dire, c'est grandes œuvres écrites. Et c'est exactement au même moment que Einstein, que la relativité de l'univers, que des grands questionnements sur le temps, que la physique quantique, etc. Et alors ça, je ne savais pas du tout quand j'ai découvert le lycée. Ce qui m'a frappé, alors que je ne m'y attendais pas, c'est toute sa pensée sur le temps et sur la conscience. Quelque chose qui remet vraiment au centre la perception, le rapport au monde qu'on a, et en quoi il permet vraiment de comprendre le réel. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et ça fait quelques années que je réfléchis à comment amener ça sur un plateau. Et heureusement pour moi, Henri Bergson y aide beaucoup, puisqu'il utilise des images en permanence, des images très concrètes, très simples. Par exemple, un galet porté par une vague, pour comprendre que
peut pas comprendre l'ensemble de l'univers, puisque nous, on n'est que le galet, et que l'univers, c'est la vague qui nous a posé là. Et d'autres images comme celle-ci, désignent plutôt peut-être un intérieur. Donc, là, j'ai eu envie de faire une pièce de théâtre à partir de ça. On utilise des morceaux d'écrits de personnes, de conférences de personnes, et on crée une situation au plateau qui n'a, pour ainsi dire, pas grand-chose à voir avec la pensée de personne, mais de manière à ce que les deux se rencontrent et dansent ensemble, et que l'une fasse apparaître l'autre. Pour vous en dire un peu plus sur cette petite situation de plateau, on a imaginé qu'il y a deux personnes. Il y en a une qui rentre chez elle, dans l'intérieur tout à fait normal, avec potentiellement, je sais pas, un tapis, une table, un porte-manteau, autant d'exemples utilisés par personne dans ces équipes. Donc cette personne rentre chez elle, ça pourrait être ici, par exemple, c'est-à-dire ça descend. Et au moment où elle pense retrouver le calme de son intérieur, elle voit, gisant sur le sol, un corps mort. Et ne pas avoir à se confronter à la difficulté de vraiment saisir ce que c'est que cette chose en face d'elle, cette disparition, la perte, eh bien cette personne se lance dans une grande digression sur le changement, sur la question du changement, sur ce mouvement perpétuel qui est l'essence même du monde. Si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble, ce sera 10 au 14 février, théâtre de et l'ensemble, je peux en dire de plus, c'est qu'en plus de ces deux personnes qui sont au plateau, il y a une composition musicale faite par Léa Moreau, qui s'inspire aussi de compositions de Michel Bergson, qui était le père d'Henri Bergson, qui était compositeur. Et donc Léa Moreau, vous connaissez peut-être par le groupe Disney, se saisit de ça et amène vraiment son propre univers musical, qui est très texturé. Vraiment, on sent ce bruissement des choses. Et cette matière va vraiment être celle qui baigne toute la représentation. La représentation du public est pleinement intégrée, puisque ces conférences, ces paroles, cette digression existentielle se fait dans une adresse très directe. J'y vais. Alors, donc nous accueillons maintenant la compagnie des Angivadeurs. C'est ça. Pour le spectacle du Comstyle. Qui aura lieu 3 au 7 mars. Ici même. Au théâtre de Prix. Et voilà. Alors, le Comstyle, c'est l'adaptation d'une pièce contemporaine québécoise de l'autrice Sarah Berthaud. Et là, elle est adaptée pour 4 comédiens comédiennes qui jouent les personnages de la pièce et aussi pour 4 musiciens et musiciennes qui sont en live pendant toute la durée de la représentation et qui ont à charge vraiment de créer l'atmosphère de la pièce et aussi de prendre en charge dans le suspense, d'accompagner certains personnages dans leur leitmotiv. Voilà, donc en gros, la musique est très présente dans la pièce. Comme ça, c'est une pièce qui parle pas mal de féminisme dans ses représentations, dans la mesure où, pour une fois, c'est quand même pas très courant. On a des personnages féminins qui sont vraiment forts, qui sont puissants, qui ne se posent jamais en victime, qui sont sur le devant de la scène et qui ont une place prépondérante sur celle des personnages masculins. Et c'est l'un des aspects qui est particulièrement mis en valeur dans la pièce. C'est une pièce qui fait voyager aussi dans les étendues du Yukon, qui est une région du nord du Canada, qui est vraiment une fois de l'Alaska, où en hiver, on peut avoir des températures qui vont jusqu'à moins 50 degrés. Et les conditions sont très difficiles à vivre, mais aussi on se sent petit en tant qu'être humain, et vraiment la nature prend toute
pièce aussi qui parle beaucoup d'accueil, d'hospitalité. Je vais vous en dire quelques mots. En fait, quand ça commence, on est l'hiver, au Yukon. C'est la nuit. Et il y a une jeune fille de 17 ans qui est enceinte, qui débarque. Cette fille, on ne sait pas d'où elle vient. On sait juste qu'elle a traversé le Canada en bus. Elle s'appelle Kate et elle fait du stop. Ça commence comme ça. Et on va être recueillie par une jeune femme qui est d'immigrée japonaise, qui choisit d'héberger pendant une journée un peu indéterminée chez elle, sauf qu'elle vit en colocation avec un homme qui n'est pas du tout d'accord pour que cette fille reste. Donc ça commence sur ça, une cohabitation qui se passe mal. Et en plus de ça, les personnages suivent en direct le procès d'un tueur en série qui est très connu au Canada, mais dont le procès a été instruit assez tardivement. Et qui en fait s'est fait connaître parce qu'il a tué plus de 60 travailleurs du sexe amérindienne. Et c'est aussi en fait, pour cette raison-là que l'affaire a mis si longtemps à être instruite. Et eux, ils le suivent en direct. Et en fait, s'ils le suivent en direct, ce qui est important, c'est que la mère du colocataire, qui s'appelle Karine, est potentiellement l'une de ces femmes qui a été tuée. Et donc, on apprend l'histoire au fur et à mesure de la pièce à travers des intuitions, de souvenirs, de réminiscences. Elle apparaît aussi sous la forme d'un corbeau, et peu à peu, on a toutes ces histoires qui s'entrelacent. C'est une pièce qui est très rythmée, qui alterne des dialogues qui s'entrechoquent, qui vont vite. Et en même temps, des passages complètement suspendus, des monologues où les personnages, tout à coup, arrêtent le temps et on peut voir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, avoir un chemin sur les autres. Et donc, c'est toutes ces choses qui se mènent. Voilà. Et ça va être du 3 au 7 mars à l'automne, si vous avez envie de venir le voir. Merci. Alors, la prochaine est une vidéo du collectif sur la cime des actes pour le spectacle Caligula. Bonjour à tous, merci beaucoup au Théâtre de l'Opprimé de nous accueillir cette saison pour le spectacle Caligula en mars 2021. Alors, on va se prêter à l'exercice qui est quand même très étrange de devoir présenter le spectacle par une vidéo. Alors, on va faire comme on peut et puis à la fin, il y a un teaser qui permet d'avoir des images, ce qui donne un peu plus de corps à l'affaire. Caligula, c'est pour nous le point de départ du travail de création du collectif sur la cime des actes. C'est notre premier spectacle. On a voulu commencer par montrer ce texte qui est un rêve d'enfance. Ça fait 10 ans que ce texte nous poursuit et ça fait 10 ans qu'il résonne toujours sur l'actualité et qu'il ne cesse de rebondir. Caligula, c'est l'histoire de l'empereur romain du même nom. C'est les 3 ans de son règne, depuis la mort de sa sœur Drusilla jusqu'à sa mort à lui. C'est un empereur bien réel, dont les actes, recensés par les témoins de son époque, paraissent complètement irréels, trop énormes, trop cruels, trop osés et grotesques pour être vrais, impossible. Les 3 ans de son règne ressortent comme une parenthèse du temps, une période de l'Empire romain durant laquelle l'impossible est devenu possible, où la solidité des frontières morales, des lois humaines et des fondements de la société s'est faite évaporer par le souffle d'une logique démente, incompréhensible et impossible. Fidèle au témoignage des historiens qui nous ont transmis l'histoire de Caligula, Camus s'empare de cette figure et accomplit le tour de force de nous en faire un portrait aimable, compréhensible. Grâce à cette pièce, Caligula reprend force de noblesse, car le moteur de sa folie, c'est la révolte. C'est une détresse face à l'absurdité du monde, face à sa cruauté, face à l'incompréhensible injustice de la condition humaine qui nous a fait mortels et malheureux. Révolte première, pure révolté, Caligula nous embarque avec lui, empereur tout-puissant, dans sa tentative désespérée de transformer l'ordre du monde jusqu'au bout, jusqu'à la lune, jusqu'au point le plus avancé d'un nihilisme dévastateur. Et alors que faire? Jusqu'où le suivre? Quand devrons-nous le quitter? Retourner?
et le combattre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas détruire? Où sont nos limites humaines? Pour défendre quoi devrions-nous prendre les armes et tuer Caligula? Pourquoi? Pour monter cette pièce, on a décidé de surtout pas répondre à cette question. On s'est emparé de la liberté de jeu, de théâtralité, de fulgurance, de joie, de jubilation que nous offre Camus pour foncer à 100% dans ce texte. Et on a commencé par l'invitation, le début du spectacle, auquel on a ajouté une cérémonie d'enterrement. C'est par un enterrement, l'enterrement de la sœur de Caligula, que commence le spectacle. Et c'est une désacralisation, ce moment, parce qu'il n'y a jamais eu de théâtre sans public. Donc, on fait avec le public, dans le public, pour le public, en connivence jubilatoire avec le public. On démarre le spectacle et que démarre Caligula. Et qu'il nous invite ensuite à un spectacle formidable. Alors, nous dirons, si c'est un empereur qui nous y invite. Caligula, que Martin Nikonov habite comme un gant, nous embarque, maître de la représentation et maniant le second degré de la représentation. C'est ce second degré-là, ce point-là, de conscience théâtrale, de connivence et d'intelligence avec le public, qui est pour nous fondamental. C'est le deuxième point. Il y a un pacte qui doit s'établir entre le public et le spectacle, autour de la convention de théâtre. Autrement, autant aller au cinéma et ce serait mieux. Parce que les montagnes de morts de Caligula, les viols à répétition, les colonnes de soldats, les fontaines de sang seront absentes du spectacle, évidemment, et simplement symbolisées par une invasion de laine rouge sur le plateau. Ensuite, au-delà de cela, il y a la machine théâtre, la machine théâtrale, la lumière, le son, la scénographie. Une fois invités par Caligula au spectacle, nous entrons sur une scène où tous ces éléments sont au service de sa logique pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la Lune et jusqu'à ce que tout cela se retourne contre lui enfin. Caligula, c'est certainement une pièce de questionnement, de réflexion, de miroir, qui interroge l'absurde de notre vie, l'absurde qui interroge la révolte, la cruauté, l'action que l'on a sur l'ordre de ce monde, mais c'est surtout une pièce à jouer, une pièce à jubiler, une pièce où on doit s'oublier, corps et âme, entrer dedans, sans y réfléchir, et c'est le travail qu'on a fait tous ensemble avec les comédiens, sans reprise, en y allant à fond, et en fait sans réfléchir en suivant le trajet de Caligula. C'est peut-être la seule manière pour nous de comprendre et que résonnent les questions que cette pièce pose, l'avertissement final que cette pièce pose, et d'arriver bouleversé à cette phrase-là, posant la question de pourquoi Camus la mise à la fin. Caligula, juste avant de mourir, qui nous dit « Je suis encore vivant ». Voilà, en espérant vous y voir, nous jouerons cette pièce les 10, 11, 12, 13 et 14 mars 2021 au Théâtre de l'Opprimé. Bonne soirée et à très bientôt. Et maintenant, pour continuer cette ouverture de saison, nous accueillons la compagnie Bleu Vendange avec le spectacle Attraction qui aura lieu du 17 au 21 mars. Bonjour, donc Attraction, c'est l'histoire d'un jeune homme, Michael, qui revient vivre dans le lieu où on l'a exilé dans son enfance avec sa mère et sa sœur jumelle. Et ce lieu, c'est Pripyat, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Alors, c'est une zone qui est aujourd'hui désaffectée, hein, qui a été complètement vidée après l'explosion nucléaire, et où la nature a repris ses droits, mais elle trouve encore quelques humains qui y habitent de manière plus ou moins légale. Michael, lui, il habite là de façon tout à fait illégale parce qu'il participe au trafic de métal contaminé qui va être transformé et ensuite revendu sous différentes formes à travers toute l'Europe. Et en revenant dans cet endroit, sur les lieux de son enfance, il se replonge dans ses souvenirs qui vont petit à petit reprendre corps et reprendre vie devant lui jusqu'à bouleverser sa réalité et finalement même le faire basculer dans
fois empreint de ce traumatisme d'enfant et en même temps de ses rêves d'enfance, de magie, de personnages totalement inventés, de cette forêt fantôme. La pièce a été écrite par Florence Valero, qui est également comédienne et poète. Et Attraction, c'est le premier de ses textes qui a été porté à la scène. Au départ, elle n'avait pas forcément écrit pour que ça devienne une pièce de théâtre, parce que ce texte il fait appel à différents styles d'écriture. Donc, à l'intérieur se mêle à la fois de la narration, du journal intime, de la poésie et bien sûr des dialogues plus théâtraux. Et moi, ce qui m'a séduit tout de suite dans ce texte, c'est à la fois la sensibilité de l'écriture de Florence, qui nous fait plonger au cœur de cette famille ukrainienne, très proche de l'intime, et en même temps, une vision très très originale qu'elle adopte, un point de vue vraiment surprenant, c'est de nous plonger dans cette histoire à travers le regard des enfants. Donc à la fois de Michael, le personnage qu'on suit dans l'histoire, mais à travers son regard d'enfant, de lui quand il est enfant, de sa sœur, et également de la poupée des enfants. Et ce rôle de la poupée est vraiment très important parce que justement il nous permet de créer un décalage avec notre vision d'adulte de notre réalité et il apporte du coup une forme de légèreté, de distanciation et parfois même du goût pour parler de ces choses très graves et tragiques, mais cette façon de faire nous permet du coup de les aborder d'oser y plonger peut-être plus que par des documentaires ou bien enfin, voilà. Et du coup tout ça pour revenir aussi à l'écriture de Florence, c'est vraiment une fiction mais documentée. Donc, quand on connaît par exemple la supplication de Svetlana Alexievitch ou bien quand on a vu la série Tchernobyl d'ailleurs qui est sortie récemment, on retrouve évidemment des références parce que le texte est extrêmement documenté, mais il s'agit vraiment d'une fiction qui a un grand apport d'imaginaire et d'inventivité. Au plateau, il y a 4 comédiens, Raphaël Fournier, Élise Lacroix, Aurélien Finot et Mélanie Père, qui vont d'abord jouer Michael et les personnages qui entourent sa réalité aujourd'hui. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, qui vont devenir aussi souvenirs d'enfance, et puis petit à petit, des personnages complètement inventés qui seront à la fois un mélange de réalité, de souvenirs et d'invention, d'imagination enfantine et fantastique. Et il y a également sur scène un musicien qui a composé le son et qui a toute une gamme de sonores qui va envoyer à l'écoute des comédiens. Et c'est important pour moi d'avoir la vision de ce musicien qui est en partie en improvisation et en expérimentation sonore comme une sorte de référence à l'expérimentation scientifique et la recherche sur l'atome et qui finalement a donné la découverte du nucléaire. Voilà, donc pour moi, finalement, Attraction, c'est un spectacle qui a pour contexte la catastrophe de Tchernobyl, mais qui finalement parle un peu plus d'exil et de déracinement. Voilà, merci beaucoup. Oui. Donc, on a un petit souci technique qui va être qui est résolu. Maintenant, ça y est. Et donc, nous continuons avec la compagnie La Passée, qui donc, va nous présenter le spectacle L'Appel, qui aura lieu du 24 au 28 mars.
Bonsoir à tous. Alors l'appel, c'est l'histoire très simple d'un marin qui est amoureux d'une sirène et qui va tout faire pour la retrouver. C'est tout son chemin et toute cette histoire d'amour entre un homme et une sirène. Et l'appel, c'est avant tout l'histoire d'une rencontre artistique entre Caroline Jobert, qui est chorégraphe et danseuse, et moi-même, Laurent Canac, qui est auteur, metteur en scène et acteur. Et l'idée était vraiment de réfléchir ensemble comment on allait faire un projet qui allait vraiment mêler théâtre et danse. Pas un projet de théâtre dansé ou de danse parlée, non, on voulait vraiment travailler sur un projet qui donne l'égalité totale entre le théâtre et la danse. Donc on a beaucoup discuté avec Caroline, ça n'a pas toujours été simple, on n'est pas du tout d'accord sur comment on allait faire la chose. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ok, il faut qu'on amène une troisième personne qui va un peu trancher pour nous, et on a fait venir Charlotte Jobert, qui est costumière. Et on lui a dit, voilà, voilà notre idée, fais-nous un costume et nous on va s'adapter à ce costume. Et on est vraiment parti du costume pour cette création, et c'est à partir du costume qu'on a écrit et chorégraphié l'histoire. Donc au début c'était un spectacle pour 2 interprètes, elle et moi. Puis au fur et à mesure on a invité un créateur sonore, Michael Polichet, qui lui-même est aussi acteur dans le spectacle, qui en fait continué à créer vraiment l'univers sonore par rapport au costume. Et en fait le texte, la chorégraphie, le costume et la musique se sont créés vraiment ensemble, dans la continuité. Et au fur et à mesure, en fait, on a invité d'autres artistes, surtout des danseurs et des acteurs et des créateurs lumière, à venir créer avec nous. Donc c'est vraiment un projet qui est en évolution constante depuis 3 ans, parce que l'idée était vraiment de donner la part belle à tous les arts et toutes les disciplines qui créent un spectacle, que ce soit la lumière, le son, le texte, la danse, le public. Voilà, donc on a vraiment essayé de réfléchir à un projet qui avait l'égalité de tous ces arts, et qui a donné l'appel, donc il y a un projet pour 4 interprètes, pour l'instant, et qui retrace vraiment cette histoire d'amour entre un marin et une sirène. Et on est vraiment parti sur le mythe de la sirène dans sa globalité, c'est-à-dire sur le côté totalement mythologique, que ce soit dans les différentes religions ou dans les différentes mythologies, mais aussi qu'est-ce que ça serait aujourd'hui la sirène actuelle. Donc, on est vraiment allé à la rencontre de personnes qui, pour nous, pourraient être ces figures de sirènes, des personnes qui meurent dans la mer par des migrants, pour un peu connaître leur périple. Donc, qu'est-ce qui les amène à faire ce trajet que l'Ulysse peut faire pour rentrer chez lui. Donc, on est parti aussi de vrais entretiens, des personnes qui ont fait cette traversée, qui ont perdu des personnes dans la mer Méditerranée. Du coup, on est vraiment dans ce rapport-là d'identification à la mer. Et voilà, on est vraiment parti sur cet univers-là et on développe cet univers-là en essayant vraiment de mêler la danse, le théâtre, la musique, le costume et la lumière, et bien évidemment le public, puisque dans notre travail de compagnie, on essaie vraiment de réfléchir comment nos spectacles peuvent être d'abord pour un public, donc dans quelles conditions, dans quel univers on est le public. Voilà, c'est un spectacle qu'on jouera du 24 au 28 mars, ici à l'Opéra. Et nous continuons avec la compagnie Les Sincères, qui jouera le spectacle Je vous écris dans le noir. Je m'appelle Pauline Dubuisson et j'étais un homme que j'aimais. Mais personne ne naît assassin. Nous sommes à Essaouira, au Maroc, et une femme raconte son histoire. Elle est médecin, elle a toujours voulu être médecin. Il y a quelques années, elle a fui la France et elle a changé d'identité pour échapper à son passé. Cette femme s'appelle Pauline Dubuisson et elle a vraiment existé. C'est la seule femme en France contre laquelle on a requis la peine de mort contre un crime passionnel. Un fait divers entre petite et grande histoire et un procès qui a fait couler beaucoup d'encre. Quand j'ai lu le roman de Jean-Luc Seigle, Je vous écris dans le noir,
J'ai été vraiment saisie et bouleversée par l'histoire de cette femme. C'est une femme fascinante, mystérieuse et très complexe. Elle traverse une période de l'histoire assez secouante, puisqu'elle est jeune fille, elle est adolescente pendant la guerre, et ensuite elle traverse toute l'histoire de l'après-guerre avec son procès. Ce qui m'a donné envie de la faire vivre sur scène, c'est non seulement tout ce qu'elle traverse, parce que c'est véritablement une épopée, mais aussi et surtout son incroyable capacité à se battre, à se relever encore et encore, et cette rage de vie qu'elle a. Alors bien sûr, nous n'avons pas vécu les mêmes événements que Pauline, nous n'avons pas traversé la même histoire, mais je pense qu'il suffit d'avoir été confronté une fois dans sa vie à l'humiliation, aux insultes ou à la violence pour se reconnaître dans la vie fracassée de Pauline. Et je pense aussi qu'il suffit une fois dans sa vie de s'être relevé, d'avoir répondu au mépris, aux insultes, d'avoir relevé la tête pour se reconnaître dans sa rage de vie. Et c'est ce qui, pour moi, en fait une histoire universelle. Dans ce seul en scène, je ne suis pas vraiment seule, je suis même très bien entourée. Evelyne Love a cité une adaptation pour la scène du roman Jean-Luc Seigle. Gilles Nicolas m'accompagne depuis le début à la mise en scène. Il me dirige, il est aussi l'œil extérieur indispensable. Philippe Nion a signé une composition musicale de musique électroacoustique qui nous permet d'être à l'intérieur de Pauline, de vivre ses émotions. Lucie Joliot sculpte l'espace et les différents temps du récit avec ses lumières et son dispositif scénique qui nous permet d'être suspendu dans le temps, suspendu de son propre lumière, mais toi aussi. Voilà. Donc, avec le présent, l'univers sensuel et solaire d'Essaouira, les bribes du passé de Pauline, petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place et on découvre son histoire. Voilà, j'espère que vous aurez aussi envie de découvrir l'histoire de cette femme qui se bat pour exister, pour aimer, pour être aimée, parce qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, c'est encore et toujours le même combat. Merci. Et nous enchaînons avec le collectif Le Foot pour le spectacle Anna et Michel qui aura lieu du 7 au 11 avril. Alors malheureusement, ils ne sont pas là, mais ils nous ont laissé un petit texte qui va être lu par Alain Ramirez. Bon, alors cette charmante compagnie de Tours n'est pas là, mais ils nous ont laissé un petit texte contre Sébastien pour nous faire voyager, rêver, surtout qu'on va parler d'amour. Donc, qu'est-ce que l'amour? C'est une vaste question. Anna Michel, personnage librement inspiré de Platon de Tchekhov, s'aime, mais il ne partage pas la même conception de ses sentiments. Lors d'une conférence, il tente dans les mêmes définitions. Entre témoignages, théories et numéros, l'histoire qu'il lit refait surface. Dans cette création, nous tentons de décortiquer la richesse et la fragilité de ce qui nous lie les uns aux autres, en conservant la générosité, le chaos, la maladresse fâcheuse quand même, les questions sans réponse, le bouillonnement des sentiments, si présents dans l'écriture de Tchekhov, sans négliger, on peut défendre les remords d'une société qui souffre. Donc voilà pour cette belle introduction pour le spectacle Anna et Michel, qui sera bientôt chez nous le mois d'avril au Théâtre de Brunet. Donc on vous attend nombreux. Venez soutenir cette jeune compagnie qui a un détour pour présenter ces merveilleux spectacles. Et nous continuons avec la compagnie La Rafale qui va jouer un certain Lucas du 14 au 18 avril. Un certain Lucas, c'est un spectacle
spectacle adapté du recueil de nouvelles du même titre de Julio Cortázar, qui est un auteur argentin qui a vécu à sa vie en France aussi, à Paris. Je peux me rapprocher, dis-moi, ok, parfait. Et je me suis permis toute seule. Et donc, un certain Lucas de Cortázar, cet auteur, c'est un auteur qui part sur des petites bribes de réalité et nous emmène très loin à chaque fois. Ce recueil-là, le choix de ce recueil-là, c'est parce que c'est hyper bizarre en fait de faire cette présentation en même temps d'avoir la pardon. En même temps, je reprends la présentation. Merci. En fait, déjà, on va reprendre. Je suis hyper contente de présenter ce spectacle au Théâtre de l'Opprimé. Vraiment, c'est pour moi quelque chose qui a du sens, parce que ça fait partie du premier théâtre que j'ai joué à Paris, donc je suis très contente que ce spectacle-là, dont je fais la mise en scène, se joue ici. C'était la petite parenthèse qui a été bien amenée grâce au regard d'Alain. Et pour reprendre sur Cortázar, en fait, c'est un recueil qu'il a écrit à la fin de sa vie. Le personnage qui est en scène, c'est un seul en scène, qui est joué par Camille Mouget. C'est une comédienne qui joue cet homme, qui est Lucas. Lucas, c'est un personnage type. C'est à la fois, ça pourrait être plein de personnages, ou un seul, très complexe. Et en fait, c'est Cortázar. C'est Cortázar avec son regard sur le monde. C'est Cortázar qui nous raconte comment d'un rêve, il parle d'une réalité, d'une métaphore. Par exemple, quand il nous raconte les petits poissons. Et en fait, pendant tout le spectacle, qui est un spectacle visuel, sur lequel la comédienne danse aussi beaucoup, et qui est entouré de plein de petits objets de machinerie en fait, qui nous embarquent. C'est un spectacle que je précise maintenant tout public, qui peut être adressé aussi à des enfants. Cortázar nous emmène, l'écriture de Cortázar nous emmène dans ce quotidien, dans ce jeu d'enfant. Et je vais vous raconter un élément de ce jeu d'enfant. Donner un peu plus de concret. C'est des petits poissons. On peut imaginer des petits poissons qui nous traversent le corps. Ce serait comme l'image du bonheur, avoir des petits poissons dorés qu'on mettrait à l'intérieur des veines dans le corps pour avoir dans notre corps l'idée du bonheur en fermant les yeux, comme à l'extérieur. Et au fur et à mesure, ces petits poissons, c'est un rite que dans un pays imaginaire de Cortázar, les personnes s'infusent ces petits poissons. À l'âge où ils deviennent adultes, à 18 ans. Ces petits poissons dorés se reproduisent à l'intérieur du corps et se multiplient. Et à force de se multiplier, ils envahissent un peu tout notre corps. Et ce qui est magique, c'est que quand on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux de quelqu'un, on peut imaginer que dans notre corps, il y a des petits poissons dorés qui eux-mêmes se rencontrent dans notre cœur, qui est un endroit où il y a plein de cascades possibles. Et dans ce cœur, il va y avoir une rencontre amoureuse qui sera l'image interne de ce qu'on vit avec quelqu'un. Mais ces petits poissons, ils meurent aussi. Et quand ils meurent, il faut trouver un remède. Et évidemment, comme c'était une décision du gouvernement de mettre dans la corps de tous ces gens des petits poissons, ils ont trouvé le remède aussi. Et le remède, c'est une ampoule en fait. À chaque fois qu'il y a un petit poisson qui meurt, il faut s'injecter une ampoule. Ce qui est magique, c'est que l'ampoule, si on n'a pas les moyens de la payer, on peut aller dans la contrebande pour acheter des ampoules. Et en fait, tout ça c'est un peu l'univers qu'on va essayer de faire vivre sur ce théâtre de l'Opprimé du 14 au 18 avril. Avec, voilà, toutes ces métaphores, évidemment, d'un petit conte à une réalité, en fait. Et nous continuons avec deux compagnies. Une compagnie qui s'appelle la compagnie Pour le dire et l'autre la compagnie Voulez-vous, qui viendront présenter Ne plus mourir et Cendre et confetti. Ils sont malheureusement eux aussi absents, mais dans mon périmètre, là, je sens Alain qui a quelque chose à dire pareil de la part de cette compagnie. Donc, voilà. Bon, en fait, c'est pas forcément deux spectacles, mais c'est deux lectures passionnantes quand même, tous les deux. Donc, deux
soirée de lecture, c'est une seule date, pour venir à la découverte, donc n'hésitez pas. Ne plus mourir et sang et confetti. Donc, qu'est-ce que c'est sang et confetti? Le petit texte dit dans un salon funéraire, deux sœurs, affairées aux préparatifs de l'enterrement de leur mère, cherchent à résoudre l'énigme du temps à coup de saké. Donc, peut-être qu'on va voyager un petit peu. Et avec ne plus mourir, toujours un petit peu la même thématique, cimetière, funéraire, le texte dit un fils et sa mère, un échange ultime, impossible, où le temps et l'espace s'éconfondent pour s'annihiler. Sorte des poèmes dramatiques, féroces et drôles, ou un dernier, au revoir. Donc, une soirée pas trop joyeuse, mais je suis sûr passionnante, avec plein de souvenirs, et on va parler aussi de l'amour, des choses comme ça, de la vie de ces personnages. On verra, donc les mettre découvrir avec nous. Et je laisse la place à Bastien. Et à présent, donc cette fois, cette compagnie-là est présente physiquement. C'est la compagnie Spleen Théâtre qui viendra jouer Osiris du 5 au 9 mai. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci déjà à ceux qui sont encore présents devant leur écran en cette fin de soirée. Donc, nous sommes la compagnie Spleen Théâtre. Nous venons présenter le spectacle Osiris. Je suis Alex Adargent, metteur en scène du spectacle. Je suis Émeric Poitvin, comédien de la compagnie Spleen Théâtre depuis maintenant environ 4 ans. Spleen Théâtre, c'est une compagnie qui est implantée dans les Yvelines et Osiris, c'est notre 5e création. Ce spectacle, il raconte l'histoire d'une jeune femme, Dalila, qui vit au sein d'une famille athée dans un pays qui lui est déchiré par des guerres de religion. Donc elle vit avec son frère Seth et sa sœur Isis. Et Dalila, pour se construire et pour donner du sens à sa vie, elle va décider de devenir croyante, de se choisir un dieu. Et le dieu qu'elle va se choisir, Dalila, c'est le dieu Osiris, dieu de la mythologie égyptienne. Et donc on va assister petit à petit d'abord à sa conversion, et on va aller jusqu'à sa radicalisation à la fin du spectacle. Et donc on est vraiment sur le thème de la radicalisation et pas du tout sur une histoire de religion monothéiste. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout parler de christianisme, de judaïsme ou de l'islam. On a vraiment voulu éviter cet écueil-là pour justement rentrer pas vraiment dans le débat, parce que ce n'est pas forcément le but ultime, mais en tout cas sur un aspect de compréhension. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre pour qu'une jeune femme, en l'occurrence Dalila, je suis son grand frère, Seth, qu'est-ce qui fait que cette jeune femme, qui est bien destinée à se radicaliser comme elle va se radicaliser pendant le spectacle, qu'est-ce qui fait qu'elle va justement arriver à ce point, on va dire, de rupture, parce que c'est toujours une rupture d'en arriver à ce point-là. Et donc on est vraiment sur un esprit de questionnement naïf par rapport à cette question-là. Mais avant d'aller là-dessus, je vais présenter les personnages. Donc, je suis Seth, le petit frère de la fratrie. Il y a aussi donc la fameuse Dalila, dont nous parlons depuis tout à l'heure, qui est donc la jeune femme qui se radicalise. Elle a aussi une grande sœur qui s'appelle Isis. Et donc à la fois Isis et moi-même, donc ses aînés, on va vraiment être très perturbés forcément par cet événement. Il y a aussi un élément extérieur, parce que nous n'avons pas encore dit, mais c'est un huis clos. Il y a un événement extérieur, un élément surtout, à savoir un personnage qui s'appelle Marc, qui va donc arriver dans cette maison et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un personnage très important dont on a parlé, c'est le grand frère de Sama, qui a disparu avant le début du spectacle, et donc personne ne sait ce qu'il est devenu. Et donc voilà, vous l'aurez compris, les noms font référence, peut-être que vous l'aurez compris pour certains, font référence aux yeux de la mythologie égyptienne, Isis et Osiris, puisque derrière en fait, ce processus de radicalisation, il y a une réécriture du mythe. Ça nous permettait, comme le disait Émeric, de décaler le propos et d'aborder la question de la radicalisation sous un angle un petit peu plus poétique. Puisque Dalila, en fait, en se radicalisant, elle va finir par croire que sa famille est la réincarnation du mythe d'Isis et d'Osiris, et par projeter sur le cercle familial les dieux de la mythologie. Donc on est vraiment voilà, sur. C'est pas une pièce documentaire, on n'est pas allé chercher comment dire, des témoignages ou autres par des associations ou autres, ça reste vraiment une fiction et un questionnement, j'insiste sur ce
terme-là, un questionnement naïf en tant que citoyen. Heureusement, on n'est pas touché par ce sujet-là. Mais voilà, on est vraiment, comme le disait Alex, sur beaucoup d'aspects poétiques. On n'est pas sur un jugement moral, on n'est pas là pour résoudre ce problème-là, bien évidemment. Voilà, on veut au maximum essayer de réfléchir à, je l'ai dit tout à l'heure, au mécanisme qui vous amène à avoir ce sujet-là qui arrive sur la table, en l'occurrence dans une famille qui n'était pas du tout prédisposée pour avoir justement ce genre de comportement. Quelques mots peut-être aussi sur la jeunesse, si vous reste du temps. Donc, au service, c'est un spectacle qui est né à la suite, c'est une idée du spectacle qui est née à la suite des bombardements qui ont frappé Alep en 2016-2017. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis pour le coup vraiment posé la question de manière naïve, qu'est-ce qui fait que d'une croyance, d'une religion, on arrive à un conflit qui est politique et meurtrier pour une population. Et c'est comme ça que l'idée du spectacle est née. Voilà, on joue donc du 5 au 9 mai 2021 et on vous invite à venir découvrir cette pièce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, c'est là. Et enfin, nous allons finir donc presque dans le voilà. Et après, il y a des surprises, des distractions. Mais avant, on accueillera la compagnie, donc Les Champs et Carrés, et une autre compagnie qui s'appelle La Routerie. Donc il y aura, alors Marceau me dit si je me trompe, mais il y aura le spectacle donc Clitemnestre, donc du mercredi au vendredi. Et le week-end, donc il y aura Clitemnestre et Electre, ainsi que Iphigénie. Donc voilà, c'est le subtitre que les personnes vont voir. Et donc que nous accueillerons du 19 au 30 mai. Bonsoir. Je vais reprendre mes petites habitudes de proximité, si ça va. Alors oui, beaucoup de bazar, beaucoup de monde, beaucoup de pièces, beaucoup de cris, beaucoup de sang, beaucoup de choses à vous expliquer en fait. Donc d'abord oui, les Champs Égarés et la Routerie. Les Champs Égarés, c'est la compagnie qui porte le spectacle, et la Routerie, c'est la pépinière avec laquelle on était invité d'ailleurs l'an dernier, on était hyper heureux. Et à ce moment-là, l'an dernier, on a pu créer les deux premières pièces de ce triptyque, Electre de Sophocle et Iphigénie de Racine. Donc c'est une sorte de grand cycle sur la famille des Atrides, cette famille maudite qui va depuis très longtemps et pour des raisons un peu obscures, mais qui est un prétexte à raconter des histoires. Raconter des histoires de vengeance, de colère, de non-dit, et surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans la compagnie, à se questionner sur qui raconte les histoires et comment on raconte ces histoires. Ce que ça fait dans l'espace public. Et donc on aime bien aller piocher sur des conditions de représentation de ces époques-là. Et donc avec Electre, on remontait vraiment aux sources, puisque c'était l'origine, quoi. C'est Sophocle, les premiers tragiques grecs, ceux qui sont les premiers à avoir écrit, c'était ça. C'était l'histoire, pour faire un petit portrait de la famille. Donc je prends pas jusqu'aux sources parce que c'est compliqué, surtout c'est long. Mais donc on peut commencer à Agamemnon, roi de Mycène, qui est le mari de Clytemnestre. Ensemble ils ont plusieurs enfants, Iphigénie, Electre, Clytemnestre, Chrysothémis, elle va être elle-même sa propre fille, Chrysothémis et Oreste. Et en gros, il y a un gros problème, vous connaissez sans doute la guerre de Troie. En tout cas, pour y aller, les dieux demandent un sacrifice, il s'agit de sacrifier Iphigénie. Donc, c'est malheureux, c'est un gros débat, etc. Et finalement, ils le font.
pouvoir aller faire la guerre. Et donc, Clytemnestre reste là avec le cadavre de sa fille sur le camp. Donc là, pour ne pas prendre les choses dans l'ordre, c'est l'objet de notre pièce, Clytemnestre, de cette dernière pièce. C'est-à-dire les 10 ans où Clytemnestre reste seul avec les enfants à l'arrière, dans le palais, enterre sa fille et ronge son désir de vengeance, sa colère légitime, contre Agamemnon, qui est parti. Et donc elle attend le moment où il reviendra pour pouvoir enfin se venger. Clytemnestre, la pièce qu'on propose, notre écriture, c'est ce moment-là. Iphigénie de Racine, c'était le moment juste avant. C'est tout le débat autour du sacrifice, savoir si ça va arriver ou pas. Et Électre, la pièce d'origine, c'est ce qui se passe après ça. C'est-à-dire, une fois qu'Agamemnon est rentré, Clytemnestre l'a tué, et là, donc on chasse au reste pour éviter que lui-même se venge. Et donc c'est l'histoire d'Électre restée comme une mendiante à côté du palais à cause de sa colère qu'elle ne cesse de dire et de redire et de redire, et qui attend que revienne au reste pour pouvoir enfin se venger de ça. Voilà, là on a toute l'histoire, donc vous avez remarqué, on ne la fait pas dans l'ordre, parce qu'en fait, elle se modifie en permanence. À chaque fois qu'elle est racontée, elle se transforme, et donc ça, c'est pas que ça n'a pas de sens de la faire dans l'ordre, mais c'est que justement, par exemple, quand Racine apprend au XVIIe siècle, il modifie la fin, pas comment, mais ce qui fait que si on devait les faire dans le bon ordre, en fait, on ne serait pas cohérent. Du coup, là, on les prend dans le désordre comme elles se sont écrites. Et donc, là, ce qui transparaît un peu, c'est que donc on a cette écriture grecque antique qu'on a traduite. Il y a voilà, une traduction qui est à moitié improvisée. Je crois que l'avenir c'est ça. Il y a Racine, qui est la l'écriture du XVIIe siècle, et là pour Clytemnestre, c'est nous-mêmes, ce sont nos mots qu'on a décidé de mettre sur le papier. Donc c'est une écriture collective sur ce papier. Et donc, pour conclure, aura lieu également donc, le Festival d'Iraction pour sa 13e édition, du 22 juin au 4 juillet. Complètement, peut-être. Mais en tout cas, vous connaissez cette stade dans les avions, il n'y a pas la 13. Il saute de la 12 à la 14. Nous, ce n'est pas parce que ça porte malheur, parce que j'aime bien les 13, mais les 13, c'était là, cette année. L'action n'a pas pu avoir lieu. Donc on passe du 12 au 14. Mais avant, je vais déjà un peu de jalousie, donc je vais jouer mon marceau. Ça marche. Mais pas comme la comtesse aux pieds nus. Je garde mes chaussures. Pour dire que c'est très émouvant voir la jeune ou un tout petit peu moins jeune création ici présente en clôturant la saison avec un des textes qui ont ouvert ces lieux. Une mise en scène d'Auguste Boile, Iphigénie, défilé 1996, défilé d'été Coryphée et chef de cœur, une femme de cœur. Moi, j'étais à Chine, autre temps. C'est très intéressant de penser que nous avons ouvert le théâtre avec un texte, une mise en scène de voile, et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui s'imprègnent de ce texte, de la beauté, de l'intelligence du théâtre archaïque, du théâtre grec, des origines, pour remplir notre scène d'aventure. Voilà. Avec ça, on finit de parler de cette saison qui commence et qui, nous espérons, pourra être des A à Z sans les inconvénients
la saison passée. Et en sachant que certains spectacles de la saison passée seront repris dans la prochaine saison, qui nous avons dû renoncer à une jeune troupe du Théâtre national de Pékin, qui devait jouer en novembre, et qui il y a une semaine nous a annoncé qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'entrer en France, ce qui nous a fait actement trouver des dignes remplaçants. La saison ne soit pas possédée par un nouveau trou. Voilà. Voilà, donc nous espérons que vous serez bien nombreux avec nous.